très heureux d'entendre que du côté de l'Université de Montréal, les études cinématographiques sont en pleine ébullition. Ça fait du bien de l'entendre. Donc oui, moi j'ai changé un petit peu mon titre à la manière des personnages de Bruno Dumont qui cherchent ici des traces par nature non existantes d'une disparition soudaine. J'ai adapté mon titre au contexte et j'essaye de refléter les préoccupations de l'heure un peu à propos du cinéma, donc en particulier l'exploitation en salle, hein, donc qui est abandonnée, enfin en tout cas désertée par les grands joueurs de la distribution aujourd'hui. Il y a eu plusieurs annonces à la fin de 2020 très importantes, donc c'est un peu la question, est-ce que la vidéo par abonnement cinéphile sauvera la critique, ou plutôt est-ce qu'on peut retrouver la critique dans les paratextes de la vidéo par abonnement? C'est un peu à la recherche de la critique. Deux pistes que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, qui sont tirées de ma thèse. Donc, j'ai travaillé sur un petit corpus de catalogue cinéphile de vidéos par abonnement. Vous avez là les logos de ces services-là. La première, observer la part de la critique dans les paratextes cinéphiles de la vidéo par abonnement. Un peu justement, comme je vous le disais, hein, essayer dans les paratextes qui sont produits par ces catalogues-là, c'est ça qui les distingue des grands joueurs comme Netflix, Amazon, etc. Ils en produisent un peu, ils en agrègent aussi beaucoup, donc ils vont aller chercher des différents contenus pour les mettre autour des films. C'est en grande partie ça qui les distingue de leurs concurrents, qui ne sont pas vraiment des concurrents parce que c'est un peu David et Goliath. Et puis la deuxième piste de réflexion, c'est appréhender la participation du catalogue à la circulation d'une manière de voir les films. Là, il faut se placer dans une conception large de la distribution du cinéma qui est formulée par notamment Shane Cubitt, Raymond Lobato et Evan Elkins, une conception de la distribution qui la voit comme une gestion de la circulation des textes. Donc, c'est-à-dire que les distributeurs non seulement vont mettre en marché les films, mais ils vont aussi créer un système de valeurs, des compétences qui vont préparer l'accès au texte. Non seulement le préparer, ça veut dire acculturer les audiences, par exemple, à un certain cinéma, mais aussi en réguler l'accès. Ça veut dire qu'ils vont aussi, en gérant la distribution de ces compétences, interdire, si on veut, ou limiter la circulation de certains textes. Et donc, avoir ça en tête pour justement cette idée de où est la critique, où en est la critique, il y a des distributeurs qui, en gérant ces valeurs et ces compétences, finalement, régulent l'accès au texte. C'est une prémisse sur laquelle je ne reviendrai pas trop, mais on va la garder en tête. Donc, les paratextes des catalogues cinéphiles, la première chose qu'on se rend compte quand on lit les paratextes sur ces sites Internet, c'est qu'on arrive assez vite à des formats en termes, donc c'est des caractéristiques formelles de ces textes, hein, la longueur, le langage employé, la recherche nécessaire à leur élaboration. Et donc là, je vous en présente quatre formats qu'on retrouve dans ces catalogues. Le premier, c'est les contenus promotionnels. Donc, beaucoup de recettes redondantes. Par exemple, on fait un petit questionnaire et on l'envoie à plusieurs cinéastes. Donc là, c'est redondant. On a plus ou moins aussi les mêmes réponses, mais bon, c'est comme ça. Et centré sur le catalogue, c'est important, ça veut dire que c'est toujours quand même, on sent, il y avait une commande derrière, il fallait mettre en avant certains films du catalogue. Voilà. Les billets de commentaires, rédigés au jeu la plupart du temps, beaucoup sur le ressenti. C'est souvent un pigiste à qui on a donné un mandat de faire un petit texte. Donc, il va parler de son ressenti devant le film ou bien par rapport à une filmographie, raconter des anecdotes, soit sur le tournage, la production des films, soit sur sa rencontre avec le film. Donc, j'avais 15 ans la première fois que j'ai vu tel et tel. Donc, c'est beaucoup de ça qu'on retrouve. Les articles longs, là, pour le coup, plutôt un regard neuf sur un film ou un ensemble de films original. Tout d'un coup, quelque chose un peu d'inédit, une manière inédite de les voir. Par contre, ils sont souvent placés à part. Donc, ça veut dire qu'on ne le retrouvera pas directement sur la page du film, soit on devra aller chercher par un lien, soit c'est dans un blog complètement distinct du site Internet qu'on va trouver ce genre de production. Et puis, la dernière, les capsules vidéo, elles sont produites pour les catalogues parfois ou tirées des archives. Et c'est vraiment ce qu'on conçoit, enfin, intuitivement, ce à quoi on pense quand on pense au bonus des coffrets DVD. Donc, une entrevue avec le cinéaste ou avec un critique, justement, qui va donner son avis sur le film ou nous donner des moyens de lire le film. La part de la critique,
juste pour problématiser un petit peu la chose, je pense que cette affirmation de Girish Shambhu réunit bien un peu tous les enjeux qu'il y a derrière ma communication aujourd'hui. Girish Shambhu dit « Les discours sur les films peuvent aujourd'hui faire l'économie de certains aspects jusqu'alors nécessaires à leur prise en compte et à leur légitimité, en se reposant sur les connaissances cinéphiles déjà partagées par les audiences connectées en ligne. » Donc, je vous lis la citation, c'est ma traduction. « Les cinéphiles peuvent donc faire des analyses précises qui se concentrent sur des éléments spécifiques ou des fragments de films sans avoir à les replacer chaque fois dans leur contexte narratif et esthétique, ainsi que dans l'histoire du cinéma. » Et donc, il va citer les essais vidéo et les posts de blog qui peuvent alors jouer de citations, je le cite de nouveau, jouer de citations d'images, d'allusions, d'associations intertextuelles, sans avoir à, si on veut, reprendre les outils de l'analyse classique, parce qu'ils existent déjà dans une sorte de fond d'intelligibilité qui est préexistant. Mais là, le problème, c'est que l'affirmation de Girish Shambhu, elle est à double tranchant. Si on la lit seulement, isolément, sans prendre en compte le reste de ses propos, on pourrait croire que la simple interconnexion des cinéphiles constitue ce fond d'intelligibilité, en fait. En mettant les gens ensemble, on crée un peu sui generis, si on veut, ce fond d'intelligibilité, alors qu'en fait, il est toujours nécessaire de le produire et de le reproduire. Et c'est là, pour moi, qu'intervient l'action de la critique et la nécessité de l'entretenir. C'est qu'elle doit construire ce fond commun. Comment ça fonctionne ? Plusieurs moyens qui sont ceux de la cinéphilie. Je reviens pas sur tous ces moyens-là, mais vous les avez ici, et en fait, c'est pas complètement exhaustif, hein, mais disons la création de dispositifs de jugement, une expertise culturelle qui repose sur une mémoire du cinéma et qui permet de partager l'expérience du film, des stratégies d'interprétation qui sont développées dans ce que Catherine Buss et Jonathan Gray appellent le fandom. Donc, de pouvoir se saisir de ces stratégies d'interprétation pour lire les films. Et puis, surtout, important, une esthétique proprement cinéphile, c'est-à-dire que depuis, on pourrait dire, les années 80, il y a une insistance vraiment importante sur la nécessité de créer des manières de lire les films qui soient proprement cinéphiles, et donc qui ne seraient pas académiques ou d'autres champs, si on veut. Une esthétique proprement cinéphile qui peut tenir de la défamiliarisation, soit à partir des outils de l'analyse classique, de l'analyse filmique classique, soit à partir de détournements, de remise en cause des goûts établis et dominants, etc. Et puis, encore un dernier point important, ça peut aussi tenir de l'érudition fétichiste, donc ça peut aussi s'entretenir un peu par elle-même, si on veut, cette recherche, et devenir sa propre finalité. Ça veut dire qu'on construit une érudition pour construire une érudition, et puis voilà, c'est ça. On pense, justement, Laurence Allard analyse des forums cinéphiles dans lesquels elle voit ce mouvement un petit peu autoréférentiel. Plusieurs moyens, une seule même visée, et là, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai développé pour analyser en particulier ces paratextes-là. Je n'essaie pas de faire une définition de la critique en général, Dieu m'en préserve, mais j'essaye de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut aller chercher ces éléments plus critiques dans ces paratextes-là. Et pour moi, c'est vraiment inventer de nouvelles clés de lecture des films. Ça peut passer par des exégèses, ça peut passer par des lectures autorisées, des lectures contre-hégémoniques, des détournements, etc. Mais la visée est toujours la même, c'est inventer de nouvelles clés de lecture des films. Et ça, c'est pas toujours facile à trouver. Enfin, on le trouve rarement finalement dans les paratextes, et on va voir pourquoi. Tout ça pour participer à quoi? Pour participer au fait que les paratextes critiques préparent et soutiennent la création par le cinéma d'une vision du monde. Donc le film propose une vision du monde, mais c'est parce qu'il est accompagné des paratextes qui peut le faire, et d'un regard que la spectatrice ou l'internaute vont pouvoir s'approprier. Et ça, je pense que c'est le point très important qu'apporte Serge Danet, c'est la capacité pour cette spectatrice et cet internaute de se faire le film à partir de ce regard. Donc, en fait, si on veut, le critique ici est une aide, un accompagnement à cette forme d'appropriation en identifiant bien le regard qui est dans le film de manière intentionnelle ou complètement fortuite. Ça, voilà. Donc, je prends l'exemple, de mes catalogues pour vous illustrer un petit peu tout ça. Il s'agit de Filmatique, c'est un petit catalogue indépendant. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir, ils sont vraiment chouettes.
3 professionnels du cinéma qui ont ouvert ça du côté de la côte Est, je pense qu'ils sont situés vers New York. Le site fonctionne par thématiques mensuelles au sein desquelles les programmateurs proposent 3 ou 4 titres à raison d'un par semaine. La sélection est orientée sur le cinéma international comme il est vu par nos voisins du Sud. Ça veut dire qu'il y a des films d'art et d'essai européens, du cinéma indépendant d'Amérique latine, aussi un petit peu moins d'Asie. La sélection est très proche du circuit des festivals. Elle mélange des films porteurs et des petits films locaux qui se sont démarqués. Et il y a aussi une section journal, justement, avec des essais un peu plus longs, des entrevues et de courts billets de présentation des films. Ici, ce que vous voyez, c'est des éléments qui sont, en fait, j'ai découpé un peu la page pour mieux pouvoir la présenter. Donc, on a le lecteur pour voir le film, mais on a aussi un court synopsis. Et je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais tout en bas de ce paragraphe de texte, vous avez écrit « Spotlight on Slack Bay ». Et en fait, il s'agit d'un lien. Quand on clique sur ce lien, on tombe, et c'est l'objet de ma prochaine slide. Malheureusement, c'est un peu petit, je suis désolé, mais j'essaie toujours de montrer la longueur des pages dans des formats en paysage, c'est pas super facile. Mais en gros, on tombe sur une page dans laquelle on a tous les paratextes qui sont réunis. Ils sont appelés Spotlight par le catalogue, mais ils ne sont pas donc directement accessibles, hein. Il faut aller chercher dans le lien pour avoir ces paratextes-là. Ici, on trouve la bande-annonce, une galerie avec des photogrammes issus du film, et puis donc cette mosaïque de critiques, d'extraits de critiques, qui viennent en fait fournir de multiples points de vue sur le film. Et c'est là qu'un peu, il y a quelque chose de la matérialité des catalogues qui va transformer l'action de la critique. C'est qu'au lieu d'avoir accès à la critique en elle-même, on a une sorte de mosaïque, une multiplicité de points de vue qui sont mis au service de la programmation, en fait, en disant que déjà beaucoup de gens en ont parlé, c'est déjà un truc important, mais qu'en plus, on va pouvoir retrouver différentes manières de nous convaincre que le film est important à regarder. Et donc, pour moi, et j'en arrive à ma conclusion, ces deux aspects, qui sont la mise à distance et la mise au service de la programmation, eh bien, c'est la place qui est accordée à la critique dans ces catalogues. Et donc, si on voit que parfois les catalogues sont producteurs de billets critiques sur les films, souvent ils s'en font plutôt le relais, donc ils relaient des critiques et des articles qui sont publiés dans la presse ou des paratextes préexistants, ils leur donnent une certaine place, et donc j'en arrive à la conclusion que finalement, au lieu de vraiment soutenir la critique et même de prolonger les efforts, la force de distribution du cinéma, eh bien, les catalogues vont plutôt en bénéficier, surfer un petit peu sur la vague. Et ce n'est sans doute pas d'eux qu'on va avoir une rédemption du cinéma, si on veut qu'une rédemption du cinéma va pouvoir arriver. Voilà.